Un an et demi après la déflagration qu'a représenté la sortie de Streets of Rage 2, le marché des jeux vidéo avait bien évolué. En 1994, la popularité des beat'em all était en berne, et bon nombre de joueurs avaient les yeux rivés vers de nouveaux horizons, les 32 bits et sa 3D enchanteresse. En outre, les souvenirs impérissables qu'avait laissé le deuxième épisode de la série constituaient un frein supplémentaire à l'adoption d'une suite au choix artistique plus discutable, et encore plus dans sa version occidentale. Ceux qui me suivent le savent, cela ne m'a pas empêché d'embrasser ses nombreuses qualités, car oui elles existent, au point de le préférer à Streets of Rage 2, va des rétros. Dans cette vidéo, je vous propose justement de les lister, juste avant de faire de même avec ses défauts. Mais vous y trouverez également un entretien avec Requin Bisqueux, qui détaillera pour nous les influences, la philosophie et la technique derrière les compositions de Streets of Rage 3. 1. Son gameplay riche. Il me paraît difficile d'évoquer les qualités de Streets of Rage 3 sans commencer par la plus évidente, son gameplay. Oh, certes, le mieux est parfois l'ennemi du bien, mais en l'occurrence, nous avons autant affaire à un enrichissement de la move list qu'à une amélioration des contrôles par rapport à Streets of Rage 2. Parmi les enrichissements, on note la présence de nouveaux coups spéciaux, se déclenchant soit en exécutant des commandes, par exemple X plus quart de cercle, soit plus simplement après avoir récolté des étoiles tous les 40 000 points. En outre, chacun des 4 personnages jouables dispose de coups spécifiques en fonction des armes. Côté amélioration, on salue un regain de dynamisme dans les déplacements, avec la possibilité de courir vers l'avant ou l'arrière et d'effectuer une roulade vers le haut ou le bas. À la fois plus complet, vif et souple que celui de son aîné, le gameplay de Streets of Rage 3 demeure encore aujourd'hui un modèle du genre. 2. Ses PNJ et boss intéressants. Streets of Rage 3, ce sont aussi des patterns particulièrement bien codés. Ils sont globalement plus variés, mais également et surtout plus intelligents que dans Streets of Rage 2. Un constat qui s'applique autant aux mobs qu'aux boss. En effet, ici, les ennemis ne se distinguent pas uniquement par leur design, leur taille ou leur puissance. Ils ont des comportements très spécifiques, qui exigent de les aborder au cas par cas, j'allais dire de façon personnalisée. Point d'orgue de ce constat, les boss. Aussi intéressants à étudier qu'à décrypter, leur script exclut la plupart du temps tout bourrinage, poussant au contraire le joueur à élaborer des stratégies de contournement, chose pas si fréquente dans les autres jeux du genre. 3. Son level design rythmé. J'apprécie également la construction des niveaux dans Streets of Rage 3. C'était déjà une qualité de son aîné, mais cette suite lui fait honneur sur ce point, en y ajoutant une dose supplémentaire de variété. Contrairement à Final Fight 2 dont j'ai récemment parlé, la fréquence et la manière dont les vagues d'ennemis se succèdent est ici bien pensée. Ni trop court ni trop long, les stages s'enchaînent sans lassitude. En outre, les groupes de mobs sont souvent composés de classes différentes et complémentaires entre elles, ce qui réduit le sentiment de copier-coller inhérent au jeu de Capcom. On apprécie aussi la présence de nombreux pièges et obstacles intégrés aux environnements. Le vent et les bidons qui tombent dans le stage 3, le chariot sur rail du stage 4 ou encore la séquence de la pelleteuse. Les phases en élévateur sont également plus réussies que dans la plupart des beat'em all. Précisons pour finir qu'il offre en plus des 8 stages de base, 3 niveaux cachés dans le stage 5, une alternative au stage 7, 4 fins différentes et 4 personnages cachés en incluant Super Axel. 4. Sa réalisation technique solide. Même si ce n'est peut-être pas là où le titre brille le plus, il peut se targuer d'être bien réalisé. Quoi qu'on en pense, les environnements n'en demeurent pas moins variés et détaillés. Appréciez par exemple ces petites animations dans le stage 3 ou ces effets de lumière dans la discothèque. Le scrolling fait preuve d'une solidité à toute épreuve, même en cas de saturation d'ennemis à l'écran. Jouable à 2 joueurs, Streets of Rage 3 ne montre pour ainsi dire aucune faiblesse sous cette configuration. Ses nombreuses qualités ne m'ont toutefois pas aveuglé au point d'en oublier ses défauts. 1. Son pixel art en retrait. Je ne vais pas vous mentir, à sa sortie, Streets of Rage 3 m'avait déçu sur ce point. Autant son aîné avait été pour moi une claque, avec ses grosses sprites superbement représentées, ses couleurs vibrantes et ses effets de relief bluffants, autant ce troisième épisode m'était apparu froid, générique et insipide. Ce constat s'applique autant au design des personnages qu'aux environnements.
Où est passée la Blaze que j'aimais tant, les stands charismatiques ou les décors feutrés du deuxième épisode, bourrés de références à la pop culture? Ils sont tous passés à la trappe, remplacés par des personnages et une ambiance impersonnelle. Bref, la patte et le cachet si particuliers de Streets of Rage 2 ne sont plus qu'un lointain souvenir. 2. Son roster décevant. Autre point que je ne peux pas éluder, les personnages jouables. À mon avis, Sega CS a échoué à remplacer Max par un combattant à son niveau. Sans même parler de son design et de ses animations, Zan ne m'a jamais convaincu tant par son style de combat que par son manque de complémentarité vis-à-vis de ses coéquipiers. Je trouve aussi que Skate a perdu de son intérêt du fait qu'il n'est désormais plus le seul à pouvoir courir. Conséquence de quoi, je change beaucoup moins souvent de personnage dans Streets of Rage 3, me contentant d'Axel et parfois de Blaze. 3. Sa version internationale scandaleuse. Parlons aussi des versions européennes et américaines, qui ont subi de nombreux changements par rapport à la japonaise. Cela commence dès l'intro, réécrite et raccourcie en Occident. Supprimez aussi cette scène inspirée de Rambo 3 où l'on voit Axel frapper la caméra juste avant l'apparition du titre. Viennent ensuite des modifications in-game, dans les voix digites, qui sont souvent moins percutantes, ou dans les tenues, là aussi sans que ce soit pertinent. Plus grave, la censure, qui aboutit à la modification de certains habits ou même à la disparition d'un mid-boss. Le fameux représentant de la communauté LGBT du stage 1. Seul point positif, les dégâts des attaques ennemies augmentent cette fois avec les niveaux de difficulté, alors qu'ils sont stables dans Bare Knuckle 3. Mais cela a aussi pour conséquence de rendre le jeu plus ardu, au point que le mode hard de la version japonaise soit plus facile que le mode normal des versions occidentales. Finissons avec la tarte à la crème des critiques formulées à Streets of Rage 3, ses musiques. Elles ne font pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Plus agressives, répétitives, criardes diront certains, elles suscitent le plus souvent du rejet. Si on ne peut nier la prise de risque des compositeurs, cette radicalité fait fuir de facto de nombreux joueurs, au risque même de les détourner définitivement du jeu. Il est toutefois intéressant de comprendre les tenants et aboutissants de ce tournant artistique. J'ai donc interrogé Requin Visqueux, mélomane et compositeur, à creuser un peu plus le sujet. Salut Requin Visqueux, alors merci d'avoir accepté mon invitation. Alors pour commencer, j'aimerais parler des compositeurs de Streets of Rage 3, donc Yuzo Koshiro qui est souvent cité. Donc effectivement, comme tu le cites, il n'est pas le seul derrière ces musiques-là. Il y a aussi Motohiro Kawashima, qui a été son acolyte lors de la composition des musiques de ce jeu. Son acolyte est assez connu dans l'industrie du jeu vidéo pour avoir composé des musiques comme pour Sonic, Super Mario World ou encore Super Mario RPG. Donc on a quand même affaire à quelqu'un d'assez balèze, hein, tu vois. Et pourtant, je te coupe, mais Yuzo Koshiro a un petit peu raflé la célébrité. Est-ce que c'est la même personne qui a bossé sur le 2 d'ailleurs ? Il a effectivement bossé sur le 2, mais comme tu disais, Yuzo a pris un petit peu la fame et a un peu laissé son collègue dans l'ombre. En parlant de ce personnage, hein, il a effectivement aussi bossé sur des séries télévisées et des musiques de films. Donc, voilà, comme je disais, c'est pas un amateur. Et du coup, dans quel genre tu rangerais les musiques de Streets of Rage 3, si tant est qu'on puisse les classer ? Alors, je les range dans le style de la rave party, enfin de la musique de rave party, du clubbing et de la techno en général. Mais surtout de la techno assez dure, qui dénote complètement du style de Streets of Rage 2, qui était lui plutôt dance house music, si on parle de musique électronique. Donc la musique est principalement influencée de la rave music de 91 jusqu'à 94, qui est l'année de la création du jeu, enfin de sortie du moins. On a vraiment affaire à une musique qui oui effectivement est du clubbing un peu mainstream, mais on va jusqu'à des styles un peu plus sombres comme la techno de free party, ce qu'on appelle la free techno. Donc qui est une techno un peu plus libre dans sa conception, qui passe au-dessus des règles, des standards qu'on utilise dans la dance ou des musiques que tu vas pouvoir entendre dans les clubs en général. Ce sont carrément de type underground. Le but de Yuzo Koshiro, sa démarche était de ramener la musique de rave party dans le jeu vidéo, ce qui n'était pas commun vu que c'est quand même une activité qui est réservée aux adultes. Le jeu vidéo n'est pas non plus ne cible pas uniquement les enfants, mais la majeure partie des clients, du moins en Europe et aux États-Unis, étaient des enfants. C'est une musique, c'est un style de musique qui se prête au monde urbain, à ce côté un peu dangereux, un peu mystérieux, et surtout, je vais le dire, mais l'ambiance robotique du 3 correspond totalement à ce style de musique.
Il faut pas oublier D'accord. non plus l'ambiance du jeu. On est plus sur quelque chose de feutré. Le 1, c'était un peu plus, c'était un peu plus street. Voilà, bon, le style de musique correspond totalement. Mais le 3, on arrive vraiment dans quelque chose de très sombre. Tu vois, un monde post-apocalyptique, j'ai envie de dire. C'est ça. Ah. C'est ça, ouais, très robotique, froid, déshumanisé. Alors que le 2, je te rejoins sur le terme de feutré, je trouve qu'il est bien choisi. Pour moi, si je dois qualifier l'ambiance du 2, je dirais même que c'est plutôt ambiance parc d'attractions. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Beaucoup de lumière. Ouais, ça fait référence même au stage 3. Je dis pas de conneries, ouais. C'est complètement c'est ouais. ça. Je te rejoins. Enfin, pour parler encore des influences, mais aussi typiquement belges, qui proviennent plutôt du côté hardcore, donc des soirées Thunderdome, qui est aussi un label de musique, qui était axé dans le hardcore gabber. Et moi, ce que je remarque le plus, c'est quand même le côté techno américaine, donc de Détroit, du Michigan, qui reproduit un style assez aléatoire. C'est vraiment un jeu de fréquences qui au final se marie. Enfin, c'est ça la musique électronique, j'ai envie de dire. C'est basé sur l'expérimental. Donc, faut pas chercher non plus la logique dans les séquences que tu vas écouter. C'est vrai que ça parle plutôt un peu. Est-ce que tu penses, par exemple, à la phase dans la discothèque quand tu parles de ça ou... Non, là je pense que c'est plus une démo, c'est plus une démonstration audio et technique de la façon dont les notes sont placées. Il y a vraiment quelque chose, comme je l'avais dit une fois lors d'une discussion écrite, il y a vraiment quelque chose de corrosif qui te rend fou. Et c'est un petit peu, c'est vrai que c'est un peu comme ça dans les clubs, quoi. Quand tu fais la teuf et que tu te retrouves dans cette ambiance, c'est un peu la folie, tu vois. Et pour moi, cette musique, elle représente bien cette ambiance anxiogène, oppressive. Je sais pas si tu vois, ça fait... la qualité, c'est les bons termes. La qualité du son, elle est pas mauvaise. Après, les notes, elles sont là pour te rendre fou. Tu vois, c'est fait exprès. C'est un peu le délire malsain des compositeurs de musique, de techno, tu vois. C'est de te mettre mal. Donc, oui, voilà. Et si je dois encore parler des influences, je vais citer, donc lui-même, je l'avais dit, il a été influencé par les Chemical Brothers ou encore The Prodigy, le groupe de musique qui a fait Firestarter ou encore Smack My Bitch. Et ça, c'est le côté commercial mainstream qu'on connaît. Ces gens-là, ces compositeurs que tu as vus à la télévision, sont des compositeurs qui ont aussi eu une carrière, un passif dans le milieu de la rave underground. Je voudrais citer un groupe assez important, c'est les Spiral Tribes, tu vois, c'est un groupe de personnes qui sont du milieu de la rave party encore une fois, mais vraiment c'est l'underground de l'underground. Et tu peux parler d'underground, mais là c'est vraiment les soirées, comme on dit, des rave parties illégales. Donc des personnes qui faisaient des zones d'autonomie temporaire, ramener des sound systems, c'est un peu les Travelers, je sais pas si tu vois. Non, je vois pas du tout ce que c'est, mais je pense que D-Fleck, lui, sait. Lui, il connaît plus les travestis, je pense, mais c'est autre chose. Et si je dois aussi citer une référence, bon, si les gens ont le courage d'aller rechercher, qu'ils aillent un peu écouter la musique des Boucles Étranges, qui sont aussi actifs depuis les années 90, donc depuis le début. Mais vous allez pouvoir écouter des disques qui ont vraiment la sonorité typique de Streets of Rage. Et donc, pour comprendre que il n'y a pas sur Mega Drive, et c'est pas un hasard que les séquences soient très chaotiques. C'est vraiment un style à part entière. Et du coup, quelles sont les particularités d'un point de vue technique de ces musiques? Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer ça Donc la bande-son de Streets of Rage 3 a été composée avec un driver audio, qui n'est pas James, donc le driver audio de base. Mais donc ils ont fait appel à un programmeur qui s'appelait Hideki Koyama, qui lui a concocté le driver qu'on appelle Ancient Music Driver MD et la version 1.0. Si je dis la version 1.0, c'est parce que dans la légende de Thor, il y a une version améliorée du driver qui a été utilisé. Et donc ce driver audio est bien spécifique parce que lui permet d'envoyer des séquences, des contrôles MIDI. Et c'est une façon, donc c'est un protocole de communication qui permet aux instruments ou aux appareils électroniques de communiquer entre eux. Donc ce driver-là, sa particularité, comme je dis, c'est de pouvoir transmettre des signaux MIDI. Ce driver audio permettait donc de créer des effets. Donc je me doute que c'est toutes sortes d'effets d'écho que normalement tu dois taper à la main. Ce driver audio a dû faciliter les choses, comme pouvoir avec une commande, directement créer un effet d'écho sur une piste. Donc, il faut savoir que aussi, le logiciel qu'ils utilisaient permettait de synchroniser les machines. Je pense que comme beaucoup de compositeurs assez astucieux de cette époque-là, ils pilotaient le séquenceur, donc sur lequel ils composaient la musique du jeu, avec des séquenceurs externes. Donc, ce qui leur permettait, par exemple, de composer en amont sur des séquenceurs hardware, en pouvant faire un gros répertoire de séquences. Et ça permettait d'arriver avec une boîte à rythme, par exemple, ou un séquenceur arrangeur, et directement appuyer play et envoyer les données, donc les notes MIDI, dans le tracker.
Et du coup, est-ce que tu partages les vives critiques qui entourent cette bande-son et comment tu les expliques? Alors, tu as déjà esquissé des hypothèses. Quel est ton avis? Oui, je peux comprendre que les gens ne comprennent pas spécialement les sonorités parce que, comme on l'a dit précédemment, c'est quelque chose d'assez underground et puis les sonorités sont très hard, dures. C'est pas à l'oreille de tout le monde de pouvoir accepter ça. C'est ça qu'il faut savoir. Tu vas faire un sondage, surtout dans le milieu du rétro gaming, tu vas poser la question qui écoute du hardcore. T'as 3 mains qui vont se lever sur 200 personnes. C'est normal, hein, voilà. Et il faut faire preuve de curiosité, peut-être voir les références, parce que en général, pour la plupart des personnes, une musique de jeu, c'est une musique de jeu. Je pense pas que les gens qui apprécient les œuvres de Yuzo Koshiro sur les Streets of Rage vont aller écouter spécialement, enfin vont aller prendre le temps d'aller écouter la base et qu'est-ce que cette musique-là. Dans le Streets of Rage 3, il n'y a pas que des trucs random et hardcore, hein. Il y a des morceaux comme Moon. Moi, je trouve que c'est un des plus logiques dans sa conception. C'est d'ailleurs celui que je préfère, mais je pense que c'est assez normal, du coup. C'est plus accessible. Il est très accessible. Et aussi, oui, d'un point de vue technique, je veux aussi ajouter que si les personnes veulent un peu comprendre le délire des séquences random, donc des séquences qui vont un peu dans tous les sens, d'un point de vue technique, je veux aussi ajouter que si les personnes veulent un peu comprendre le délire des séquences random, donc des séquences qui vont un peu dans tous les sens, il faut savoir que il y avait un style de musique qui a d'ailleurs été repris dans le jeu. C'est la musique acide. Donc la musique acide, la particularité, c'est que ça a été composé en général avec un synthétiseur analogique séquenceur, la TB303 de Roland. Le plus gros charme de cette boîte à rythme, enfin de ce séquenceur, c'est le côté justement random. Et je pense que Yuzo Koshiro a carrément envoyé des notes MIDI de ce séquenceur, donc qui génèrent des lignes de basse aléatoires. Et je pense qu'il a tout simplement transposé ça dans le jeu. Puis aussi, il y a un titre qui m'a aussi mis qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le Shinobi Reverse. Et c'est carrément une des musiques de Shinobi à l'envers. D'accord. Et même au niveau de la synthèse. Tu vois, et c'est assez étrange. Et puis aussi un morceau qui s'appelle Random Cross, qui te dit tout simplement, voilà, c'est aléatoire. C'est dans le titre, C'est dans le titre. Et j'ai l'impression que c'est de la compo, c'était de la compo spéculative. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, pour les musiques, toi, tu serais plutôt team Streets of Rage 1, 2 ou 3, s'il fallait choisir? Bizarrement, le 1, je déteste dire ça, mais par nostalgie. En fait, juste pour la musique des boss, oui, je pourrais dire le 1, mais en fait, non, je pourrais pas choisir entre les 3. Pour moi, c'est la même chose. Ouais, parce qu'ils sont tellement différentes, finalement. C'est ça. Les 3 ont leur particularité, mais en fait, en ayant réécouté le 3, je pourrais même peut-être te dire que c'est le 3. Ouais, vraiment. Alors, si on t'accuse de snobisme, tu réponds quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un biais, justement, lié à tes connaissances dans le domaine et tu veux débarquer de la masse, finalement? Ah non, pas du tout, parce que t'es profane comme tout le monde avant toute chose, tu vois. Donc, je pense que c'est normal de ne pas comprendre. En fait, même moi, je n'aimais pas la musique hardcore, par exemple. Ouais, oui, j'aimais pas tout ce qui entourait les gens qui l'écoutaient en général. Enfin voilà, c'était des clichés. Hein. Je me basais sur des clichés. Comme la plupart des gens, on a toujours des préjugés, c'est normal. Mais finalement, un jour, par curiosité, voilà, c'est dans ma nature. Puis voilà, j'ai écouté les musiques. Et finalement, un jour, tu sais, j'écoute. Et je tombe sur un passage qui a duré 20 secondes, qui me parlait énormément. Et là, je me suis dit, ah putain. Donc en fait, on peut trouver chaussures à notre pied dans n'importe quel style. Là, c'était une des plus grandes révélations de ma vie. Mais sinon, oui, si je dois vraiment trancher, pour l'avoir réécouté aujourd'hui, pour l'effort assez couillu, je dirais que c'est, oui, le 3. Ça, c'est incontestable, c'est quoi qu'on en pense. On peut pas nier que c'était une prise de risque, ne serait-ce que d'un point de vue commercial. Je te remercie pour tous ces détails et puis j'espère que ça vous donnera envie et peut-être la curiosité de leur donner une seconde chance. Merci Requin et à bientôt. À bientôt. Ne nous y trompons pas, malgré ses défauts, Streets of Rage 3 demeure l'un de mes beats favoris, toutes consoles confondues. Ses choix artistiques plus que discutables n'entament pas la qualité de son gameplay, au point qu'il m'est parfois difficile de revenir à Streets of Rage 2. Cela dit, je comprends tout à fait qu'on puisse préférer ce dernier, plus beau et consensuel. Ce troisième épisode a quelque chose d'âpre, brutal et underground qui ne peut que diviser les joueurs. Et si l'on se base du côté du grand public, Sega CS n'a pas su entretenir la flamme qu'Ancient avait allumée.